Pour qu'une entreprise ait du succès, il faut absolument que son produit apporte un plus à sa clientèle potentielle. Et c'est ce qu'avait compris un certain Henry Heinz dès 1880, puisqu'il a fondé une entreprise qui vendait des produits végétaux et notamment du ketchup et du pickles. Avec une organisation d'à peu près 400 vendeurs, il est parti à la conquête des États-Unis et ensuite du monde, puisque ce fameux Henry Heinz est le père de ces bouteilles de ketchup qui portent encore aujourd'hui son nom et qui sont vendues de par le monde. Un autre qui a bien compris ça aussi, c'est un certain Asa Candler, un vendeur qui a acheté la recette du Coca-Cola à un pharmacien en 1886 pour la somme de 2800 $ à l'époque. C'était pas mal, ça représente à peu près 57 000 $ en 2014, donc 42 000 €. Et la société Coca-Cola a été fondée à partir de ce moment-là, puisque le Coca-Cola était un sirop qu'on ajoutait dans la boisson et dans l'eau en l'occurrence. Le MLM est un métier extraordinaire qui a une histoire absolument fascinante que vous êtes sur le point de découvrir à l'occasion de ce nouvel épisode de Secrets du MLM TV. Préparez de quoi prendre quelques notes. Bienvenue! Hello, c'est Jean-Phi, bienvenue à votre nouvel épisode de Secrets du MLM TV, un épisode que je vous annonce comme étant absolument passionnant et fascinant puisque l'on va parler de l'histoire de notre profession. Le MLM, le marketing relationnel, a lui aussi son histoire. Alors une fois n'est pas coutume, je suis armé de 2 pages de notes parce qu'il y a beaucoup de dates, beaucoup d'informations, beaucoup de noms à divulguer. Alors soyez très attentifs parce que ça va vraiment aller très très vite. Comme vous l'avez entendu en introduction, le cœur d'une entreprise qui a du succès, c'est un produit qui est exposé à un maximum de clients. Et ça, c'est ce que David McConnell avait très bien compris en 1890. Rendez-vous compte jusqu'où ça remonte. Il a créé à l'époque une société qui s'appelait California Perfume Company, donc une entreprise qui vendait différents parfums. Et en 1906, il avait déjà plus de 10 000 représentants, donc des hommes et des femmes qui étaient intéressés de travailler sur base d'une commission. Il y avait un catalogue de produits, il présentait ce catalogue de produits à des clients potentiels, ces clients achetaient et ces représentants, ces distributeurs recevaient une commission au passage. Attention que California Perfume Company changera plus tard de nom pour devenir Avon. Avon qui est une entreprise MLM qui existe encore aujourd'hui en 2014, donc rendez-vous compte de quand ça date. Ensuite, en 1905, un certain Alfred Fuller a créé sa propre société qui s'appelait Fuller Brush Company, donc l'entreprise des brosses Fuller. Et pareil, il va s'inspirer du modèle précédent de David McConnell et il va payer les gens avec un plan de compensation uniquement basé sur les ventes avec une petite marge. Ensuite, en 1931, Frank Stanley Beveridge, qui était le vice-président de Fuller, donc de l'entreprise dont on vient de parler, fonde avec Catherine O'Brien sa propre société qui s'appelait Stanley Home Products. Donc vous voyez, les produits de maison Stanley. Influencés par la grave dépression de la fin des années 20, O'Brien et Stanley ont envie d'offrir une opportunité au plus grand nombre de gagner un petit supplément de revenus. Et attention parce que c'est là que la graine du MLM commence à s'implanter. Il y a 2 groupes chez Stanley Products, 2 groupes. Le premier qui vend de personne à personne et puis qui dit « ce serait bien qu'on fasse des foires et qu'on soit exposé à un grand nombre de gens ». Et il y a un deuxième groupe qui vend de personne à personne mais qui dit « il n'y a rien de tel que le relationnel, que le marché chaud ». Et ils inventent les soirées de démonstration à domicile. Nous sommes donc en 1931 et les soirées démo où l'hôtesse ou les hôtes font venir leurs amis à la maison pour passer une soirée agréable. Ce concept est créé en 1931, il y a donc 83 ans. 83 ans que ça existe. Et alors, Stanley Brush devient vraiment le terreau,
de toute une série de leaders qui vont avoir une influence colossale sur le métier, la profession du MLM. Notamment Mary Kay, qui fondera plus tard sa propre société qui porte son nom, a travaillé pour Stanley Brush. Et également Brownie Wise, qui fondera plus tard Tupperware. Alors, en 1934, un médecin s'appelant Karl Renborg revient de ses voyages en Chine où il comprend l'importance d'avoir une bonne nutrition. Et alors, il va créer sa propre société de suppléments vitaminés qu'il appellera d'abord California Vitamin Corporation, qui deviendra plus tard, en 1939, Nutrilite Vitamin Company, Product Company, qui est une société célèbre qui va commercialiser des suppléments vitaminés. En 1945, soyez bien attentifs, on sort de la Deuxième Guerre mondiale et Nutrilite entre en contact avec deux hommes, Lee Mittinger et William Castlebury, qui sont deux hommes d'affaires qui sont assez visionnaires et qui prennent tout ce qu'il y a de bon dans les soirées démo et qui vont créer le tout premier plan de commission MLM. Le tout premier est donc créé en 1945. Rendez-vous compte, en 2015, cela fera donc 60 ans que le premier plan de carrière et de commissionnement MLM à plusieurs niveaux a été créé. Alors attention, le système était très simple. Tout est basé sur l'acquisition client. Donc la condition chez Nutrilite pour pouvoir créer sa propre équipe, c'était d'abord de faire 25 clients personnels. Ensuite, on devenait alors partenaire direct avec la possibilité de créer une équipe, de former ces gens et de recevoir 2% du volume de la vente de l'équipe. Et évidemment, chaque membre de l'équipe pouvait, s'il le souhaitait, devenir partenaire direct. Et c'est parce qu'il y en a qui sont devenus à leur tour partenaires directs dans l'équipe d'un partenaire direct qu'il a fallu créer d'autres positions pour que chacun soit récompensé. En 1945 encore, Earl Tupper va créer une série de produits en plastique, un plastique flexible où on peut mettre un couvercle pour conserver les aliments. Ça vous dit quelque chose, évidemment, puisque Tupper va s'associer avec le fameux Brownie Wise dont nous avions parlé tout à l'heure et créer les soirées démo Tupperware, qui existent encore aujourd'hui et qui sont opérationnelles dans plus de 40 pays. Rendez-vous compte. En 1949, on avance un petit peu, deux hommes, De Vos et Van Adel, qui étaient des copains d'école et des partenaires en affaires, rentrent du service militaire, cherchent une opportunité et deviennent distributeurs pour Nutrilite, eux aussi. Dès 1950, ils s'inscrivent, ils ont beaucoup de succès et ils quittent Nutrilite en 1959 et ils vont créer ensemble une société qu'ils vont appeler Amway Corporation. Amway qui signifie American Way, à l'américaine, le fameux rêve américain, qui donc est le cœur d'Amway, qui plus tard, en 1972, va prendre des parts majoritaires dans Nutrilite et en 1984, prendre le contrôle total de Nutrilite. Donc rendez-vous compte, ces deux gaillards, De Vos et Van Adel, qui étaient au préalable des distributeurs formés chez Nutrilite, quelques temps plus tard, rachètent totalement Nutrilite, qui est repris sous le contrôle de Amway. Alors, en 1958, on a un docteur, le docteur Shaklee, qui développe une nouvelle méthode pour extraire les minéraux des végétaux et on va voir que ça aura une influence plus tard. En 1963, la fameuse Mary Kay dont nous avions parlé tout à l'heure fonde sa propre société. Il n'y a pas si longtemps, cette société flirtait avec les 8 milliards de dollars. Et alors attention, en 1975, catastrophe, la Commission du commerce fédéral américain poursuit Amway pour vente pyramidale. Alors nous parlerons des systèmes pyramidaux plus tard, mais en 1979, finalement, la Cour des États-Unis accepte de considérer que non, le système Amway et donc le MLM n'est pas pyramidal et que c'est un système de commercialisation tout à fait légitime et légal. En 1980, Mark Hughes crée la société Herbalife, lui aussi assez influencé par ses voyages en Asie
et par le surpoids de sa grand-mère, il va créer une société qui va distribuer des produits vitaminés et devenir une des plus importantes sociétés de MLM au monde. Il meurt accidentellement en 1944, en l'an 2000, à l'âge de 44 ans, et il est remplacé à la tête de Herbalife par Michael Johnson, qui était très connu à l'époque puisque c'était le PDG de Walt Disney International, donc excusez du peu. Et Michael Johnson va attirer chez Herbalife Luis Iñárritu, qui est prix Nobel de médecine et de métabiologie en 1998. Alors vous allez me dire, tout ça, qu'est-ce que ça a donné? Eh bien en 2012, le MLM, le concept de marketing relationnel, est présent dans plus de 100 pays et il a créé un volume de vente, la profession à elle seule a créé un volume de vente de plus de 167 milliards de dollars hors TVA, excusez du peu, de chiffre d'affaires. Et hors de ces 167 milliards de dollars, sachez qu'il y a plus de 65 milliards qui sont reversés aux distributeurs qui font du MLM. Incroyable, mais 167 milliards, c'est plus que le chiffre d'affaires de la FIFA. Vous savez que dans quelques jours va avoir lieu le lancement de la grande Coupe du Monde au Brésil. La FIFA est une entreprise qui a fait en 2012 1,96, donc un peu moins de 2 milliards de dollars de chiffre d'affaires. C'est plus que la musique qui, l'an dernier, a fait près de 17 milliards de dollars de chiffre d'affaires. C'est plus que l'industrie du jeu, des jeux vidéo, qui a fait 67 milliards de chiffre d'affaires. Et c'est plus que l'industrie cinématographique, qui a fait 80 milliards de chiffre d'affaires. Et en fait, le marketing relationnel, notre profession, avec ses 167 milliards de dollars de chiffre d'affaires, c'est plus que la FIFA, les jeux vidéo, l'industrie musicale et l'industrie cinématographique, combinées. Et c'est même, tenez-vous bien, plus que la plus grande société au monde qui, selon Forbes, était en 2012 la banque chinoise ICBC, qui ne faisait que 149 milliards de dollars. Alors, quelques autres petites statistiques au niveau de notre belle profession. 80% du chiffre d'affaires, donc de ces 167 milliards de dollars, eh bien 80% de ce chiffre d'affaires se fait sur le marché chaud, sur le bouche à oreille, de personne à personne. 18% de ce chiffre se fait via des soirées de démonstration, donc les fameuses soirées qui ont plus de 80 ans d'existence aujourd'hui, et 2% seulement se font via d'autres canaux, comme par exemple sur les foires. Et alors, incroyable, quelle est la population qui forme ce métier, cette profession du MLM? Eh bien, seulement 25% d'hommes, messieurs. Le MLM est dominé 75% du temps par les femmes. Et c'est pour ça qu'on a fait une vidéo en leur hommage. C'était l'épisode précédent de Secret du MLM. Donc rendez-vous compte, mesdames, la place que vous prenez dans notre profession. Et messieurs, il ne tient qu'à nous d'équilibrer les débats parce qu'il n'y a pas 75% de femmes sur Terre, c'est à peu près 50-50 et donc nous avons encore beaucoup de travail devant nous. En ce qui concerne de toute façon l'opportunité en elle-même, vous vous rendez compte, avec son historique, avec ses résultats et avec ses performances aux quatre coins de la planète, le MLM est vraiment une profession extraordinaire qui d'ailleurs a fait une jolie croissance globale, mondiale, de plus de 6% l'an passé. Donc malgré la crise, notre secteur se porte à merveille. Voilà, c'était un petit peu plus long que d'habitude, mais j'espère que vous avez apprécié tous les détails, toutes les infos. Voici donc une vidéo intéressante à partager avec tous les membres de votre équipe ou avec tous les gens qui vous disent le MLM ça ne marche pas, le MLM c'est illégal. Voilà toute notre histoire résumée en quelques minutes. Merci beaucoup pour votre attention. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Bye bye.